La première rentrée avec Guingouin, il y a bien longtemps, c'était en 1935, lorsqu'il a été nommé instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts. Moi, j'avais quitté l'école déjà depuis mars-avril pour aider aux travaux à mon père qui avait une ferme. Et Guingouin est venu chez nous parce qu'il avait vu que j'avais quitté l'école. Il avait suivi mon parcours d'écolier et il n'est pas venu me voir moi, mais il est venu voir mon père pour qu'il m'oblige à reprendre l'école. Mon père s'est laissé convaincre et puis moi j'ai repris vers le mois d'octobre 1935. La famille a toujours été politisée. Mon père était artisan. Mais mon grand-père avait déjà été élu maire de Dombes. Ma mère a laissé la couture et a ouvert un café. Mon père ayant été toujours à gauche, c'était une clientèle pas seulement à gauche, assez variée, mais alors les gens étaient encore très marqués par cette guerre 14-18. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens raconter leurs souffrances. Ça marque, même un enfant, ça marque. Mon frère, en 1935, dont mon frère avait 26 ans, c'était lui qui s'agitait le plus, si vous voulez, politiquement, à la cellule. Il devait être secrétaire. Et c'est comme ça que nous avons connu Guingouin. Je l'ai connu en 1935. Et 36, surtout en 36, au moment des élections législatives et le triomphe du Front populaire à l'époque. Il avait le verbe assez haut. C'était un révolutionnaire en herbe. Dès l'enfance, Georges Guingouin est marqué par l'histoire. La mort au front en 1914 d'un père qu'il ne connaîtra jamais. Il grandit dans le respect des vertus civiques, incarné par sa mère, institutrice et femme de principe, puis par l'école normale de Limoges, pépinière des hussards noirs de la République. C'est pour Georges Guingouin la première occasion d'affirmer ses convictions. Il est en 1934 le seul élève normalien à participer à une grève générale contre la montée du fascisme. L'année suivante, il prend son poste d'instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, dans la montagne limousine, à l'est de Limoges. Une terre secrète, dure à la peine, rebelle aussi, pleine de souvenirs de révolte. Une terre d'élection pour le communisme rural. Il s'y lance aussi dans l'action militante, responsable du rayon communiste local. Du plateau de Millevaches au mont Gargan, il connaît tous les villages et les chemins de ce territoire auxquels les soldats allemands d'occupation, harcelés par les partisans, donneront quelques années plus tard le nom de Petite Russie. Août 1939. Alors que l'affrontement entre les démocraties et le nazisme devient inéluctable et imminent, c'est un séisme politique qui secoue l'Occident. La signature du pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique, moi le premier, bien sûr, on avait la conviction que les communistes ne pouvaient pas se tromper, mais ça m'en donnait quand même. Je ne comprenais pas que Staline puisse traiter avec Hitler. L'entente Hitler-Staline déboussole les communistes. Des députés se désolidarisent, des militants claquent la porte. Et quelques jours plus tard, le gouvernement Daladier met le parti hors la loi, dissout ses municipalités, interdit sa presse, emprisonne ses responsables et ses députés. Dans ce désarroi général, chacun est renvoyé à ses propres capacités d'initiative et à ses responsabilités. Georges Guingouin va être un des premiers à prendre les siennes. Sitôt la dissolution du parti, même peut-être avant, lui l'avait sans doute prévu. Il était secrétaire régional du Parti communiste, la région est de la Haute-Vienne. Il est parti à Limoges, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il a ramené tout le matériel du Parti communiste
pour le camoufler, et on l'a camouflé, moi j'ai participé, dans une ferme de notre camarade Anita à Saint-Gilles. Septembre 1939, la mobilisation est générale. 10 mois de drôle de guerre où les adversaires s'observent, où il ne se passe rien. Et brusquement, en mai 40, la guerre éclaire, la percée allemande. En moins d'1 mois, l'armée française s'effondre et la République avec elle. Le 18 juin, le maréchal Pétain, appelé au pouvoir par un gouvernement paniqué, demande l'armistice. Ce même jour, le général de Gaulle lance de Londres son appel historique. Un appel que personne ou presque n'entend. Mais d'autres sont déjà résolus à la résistance. Le catholique Edmond Michelet, le communiste Charles Quillon. Enfin, Georges Guingouin, blessé au combat, s'évade de l'hôpital militaire Sainte-Madeleine de Moulins et regagne son village de Saint-Gilles-les-Forêts. Pas pour s'y planquer, mais pour s'y préparer à la lutte. Je ne l'ai revu que quand il est rentré, qu'il avait encore son pansement sur la tête, il avait été blessé. Et en ce moment, ça ne l'arrêtait pas. Son premier travail, ça a été de réorganiser ses camarades du Parti communiste. Il fallait d'abord montrer que des hommes se dressaient contre le fascisme. Naturellement, il fallait expliquer, c'est pour cela qu'à ce moment-là, au début du mois d'août, j'ai ici fait mon appel à la lutte. Au début septembre 40, je reçois ici, à Saint-Gilles, Claude Dumont, qui était le responsable fédéral clandestin. Claude, c'était son pseudonyme. Oui, Claude, son vrai nom, c'était Dumont. Je le reçois ici, à Saint-Gilles, et nous nous mettons d'accord pour le travail d'organisation de la Haute-Vienne. Je suis à ce moment-là le secrétaire à l'organisation illégale de la Haute-Vienne, et je suis chargé en particulier de réunionniter toutes les semaines l'humanité clandestine pour plusieurs départements. Comme je suis aussi secrétaire de mairie, Claude Dumont me demande de faire des papiers d'identité pour des responsables du parti. J'utilisais des noms de personnes absentes, inscrits au bulletin nés à Saint-Gilles, mais n'habitant plus Saint-Gilles. Et me doutant naturellement qu'un jour ou l'autre, il y aura un accroc, j'ai renvoyé une carte interzone à ma fiancée en décembre 40, lui donnant sa liberté. Et vous ne l'avez plus revu pendant 4 ans. Et j'ai plus revu pendant 4 ans. Pierre Magadou, lui aussi, a vécu la débâcle. Abandonné par ses chefs militaires, il prend avec 5 camarades limousins le chemin du retour. Rattrapés par l'avancée allemande et faits prisonniers, ils sont contraints au travail dans une ferme du Val-de-Loire. Jusqu'à ce jour où le patron de l'exploitation se rend à la foire de Gien. Et ce jour-là, il amène un gars avec lui. Et les gars, ils se sont quittés à la foire. Le patron est parti d'un côté, puis le gars a discuté avec un forain. Et lui a expliqué la situation. Allez, qu'est-ce que vous faites là, bon sang, vous ne pouvez pas vous barrer? Et il a dit, écoutez, il y a le 1er janvier, les gens vont aimer bien faire la Java, il n'y aura pas beaucoup de services de surveillance, c'est le moment d'en profiter. Rendez-vous à la gare vers telle heure, c'est 5h30, et puis quelqu'un vous attendra et vous verrez. Le 1er janvier 1941, il s'évade. Avec la complicité des cheminots locaux, au terme d'un périple risqué, au hasard des trains de marchandises qui les font passer par Givors,
il retrouve enfin le Limousin. Eh bien, lorsque la guerre est arrivée, j'étais en Tunisie pour nous battre contre les Italiens, je suppose. Quand on est arrivé en Tunisie, il y avait l'armistice, il n'y avait plus de guerre. Nous avons fait demi-tour, et puis voilà. Je suis venu en permission à Émoutier. Mon frère qui s'est évadé à ces moments-là. Nous avons été à la foire d'Émoutier le 16 janvier 1941. Nous avons arrosé sa libération. Il n'était pas prisonnier en Allemagne, il était prisonnier dans une ferme en France. Mais nous l'avons arrosé bien comme il se devait. Et puis nous avons chanté, et nous avons chanté l'International. Et là, les difficultés ont commencé. Et voilà, ça n'avait pas plu à tout le monde. Puis il y en a qui ont dû rapporter ça à des oreilles qui n'étaient pas à notre faveur. Et puis il y a eu une plainte qui a été déposée, et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Le 10 février 1941, Robert Marchadier, responsable interdépartemental du Parti communiste pour la zone libre, condamné à mort par contumace, est arrêté à Châteauroux. Il est porteur de faux papiers au nom de Henri Prébault, délivré par la mairie de Saint-Gilles-les-Forêts. La police investit le village. Trop tard, Guingouin s'est envolé. Il se cache au hameau du Mouret, chez la famille Bourdarias. C'est le début de la clandestinité. Guingouin m'a chargé d'aller organiser le premier groupe de 3 à Sussac. Ce que j'ai fait avec d'anciens camarades qui avaient appartenu avec moi aux organisations de jeunesse. Et on a tiré d'abord les premiers tracts. Il y avait un appel aux paysans. Là. Je me rappelle qu'il disait « Camarades paysans, ils ont assassiné la République que tu avais donnée en héritage tes aïeux. » Vive l'union du peuple de France dans sa lutte pour sa libération. À la porte, les occupants et leurs valets, les traîtres et les assassins. Quelque temps plus tard, on vient, toujours avec mon frère, on vient à la foire d'Émoutier. Et là, on nous a dit, les gendarmes vous cherchent, il faut vous rendre à la gendarmerie. Nous sommes rendus à la gendarmerie, mais ce n'est pas les gendarmes qui nous ont interrogés. Il y avait 2 policiers de Limoges qui étaient là et qui nous attendaient. Et dit, moi j'étais dans le fond d'autobus, mon frère ça chantait à l'entrée, je ne sais pas si mon frère chantait ou pas. Et comme étant le seul à avoir reconnu, avoir chanté l'International, je suis passé en tant que militaire devant le tribunal militaire de Toulouse. Il est vital de rester très mobile. Le risque est grand pour la famille Bourdarias et pour Guingouin lui-même. Il passe en Corrèze, à Soudaine-la-Vinadière, à la ferme du Percueil. Un syndicaliste paysan qui lui aménage une cage dans une sapinière. Le fils, Georges, l'aide pour renouer les contacts et organiser des réseaux. Mais le 1er mai, la planque est découverte. Guingouin retourne au Mouret. La famille Bourdarias le cache dans une maison à l'écart du bourg de Dombes, aux Aiguillons. René Le Gouteil, le frère de Marcel, assure le ravitaillement. René allait le voir absolument tous les soirs. Parce que c'était quand même pas drôle d'être enfermé dans une maison. Alors, moralement, et puis matériellement aussi, il lui manquait. Maman n'était pas au courant, mon père n'était pas au courant. On hésitait à mettre les gens dans la confidence. On disait, si maman est arrêtée, si elle ne sait rien, elle ne peut rien dire. Voilà, et c'est ce qu'elle m'a reproché. Elle m'a dit, mais vous n'aviez pas confiance en moi. Je dis, si, mais dans la mesure où tu ne savais rien, on savait que tu ne dirais rien. Guingouin, je l'ai revu pour la 2e fois, le 8 juin 1941, à une réunion aux environs de Dombes, au lieu-dit des Vergnasses. Là, Guingouin avait réuni, on était, je ne sais pas, moins de 10 personnes.
des anciens communistes. Parce que, et on est obligé de le reconnaître, même si ça ne plaît pas à certains, il n'y avait que des communistes au début avec Guingouin. C'était une question de confiance. Il y avait Guingouin, il y avait Roger et moi, il y avait nommé Montagnier, un peu plus, on était les autres, les Goutet, je crois aussi, le frère de ma belle-sœur des Moutiers là-bas. Et puis voilà, et puis 8 jours après, on était arrêtés. Encore les gendarmes qui viennent me voir, on est priant de les suivre jusqu'à Émoutier. Et de là, on nous a avertis. Une fois à Émoutier, on nous a dit ce qu'ils attendaient de nous. Ils étaient chargés de nous transférer au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe. Un an après que l'effort de rénovation a été entrepris, le maréchal a tenu à se rendre compte des résultats obtenus. Partout, et en particulier à Limoges, le chef de l'État est l'objet de chaudes ovations. Nous sommes arrivés au camp le 16 juin et Pétain est venu à Limoges le 19. Je pense que ça a été un prétexte pour nous arrêter, pour pouvoir montrer à Pétain que vraiment faisait son boulot, le préfet. Je pense que le préfet, effectivement, nous avait fait arrêter pour dire j'ai arrêté. J'ai arrêté des communistes, puisque le courrier du centre, le lendemain de notre arrestation, 6 communistes de Sainte-Anne-Saint-Priest ont été arrêtés. Vu le jugement rendu par le tribunal militaire de la 17e région, le 2 septembre 1941, qui condamne le surnommé à 1 an de prison ferme et 100 francs d'amende avec sursis pour propos défaitistes. Et vous vous imaginiez que ça allait avoir de telles répercussions? On n'a pas tellement réfléchi, c'était quand même... on n'a pas réfléchi. Si on avait bien réfléchi, on n'aurait peut-être pas chanté l'international. Encore que, j'en sais rien, peut-être que si. On était un peu provocateurs. Je crois bien que c'est moi qui ai commencé à donner le ton, mais tout le monde a suivi, bien sûr. C'est de leur prison que les frères Magadou apprennent l'opération Barbarossa. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque par surprise l'URSS. Fini le pacte germano-soviétique. Pour de nombreux communistes, la situation enfin s'éclaircit. Le 6 octobre 1941, même jour, il y a la police de Limoges qui a demandé du renfort à la police spéciale de Clermont-Ferrand, la police spéciale de Vichy, pour faire une vaste rafle. Et puis on a été arrêtés environ une trentaine. J'étais à l'étage, je vois passer une traction, vous savez, une traction, des gens avec un chapeau mou. À l'intérieur, déjà, on était soupçonneux, on s'est dit, c'est pas des clients, des gens, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Déjà, une voiture s'était repérée. Ils se sont trompés de maison, ils ont été à côté. Et, curieuse, j'avais quand même écouté et entendu qu'ils demandaient le bouteille. Et j'ai tout de suite pensé à la police, parce qu'on l'attendait un peu quand même. Anita et moi, on a été emmenés à Châteauneuf. Et puis là, bien sûr, on n'a pas même bien compris. Mais ça a été le tabassage qui a commencé. Et puis, ça a été très dur. Lorsque nous sommes arrivés, on nous conduisait à la gendarmerie. Et un policier en civil, enfin, pas les gendarmes, sont venus dire il faut les mettre dans le camion, hein, on n'a pas de place à la gendarmerie. On a tout de suite compris, le camion, c'était la direction
de Limoges, bien sûr. Et en montant dans le camion, il y avait Anita, Louis Anita, très malmenée, vraiment très malmenée. Le lendemain, c'était Limoges, ça continuait. Et puis, on n'était pas bien, pas dans de bonnes conditions. Moi, je me suis trouvé avec un bras invalide, cassé. Anita avait une épaule dont il ne pouvait pas se servir. Enfin, il faut y être passé pour savoir ce que c'est. Au bout de 2 heures d'attente, le commissaire qui nous avait interrogés, qui était chez nous, est revenu à la voiture et il dit, la jeune fille rentre chez elle. Alors papa qui descend en même temps, saute du camion en même temps que moi, il dit, mais elle rentre comment? Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui la ramène, on la ramène en voiture. Et voilà comment ils m'ont donné congé à la route de Sussac. Et mes parents sont partis à Limoges et moi je suis rentrée ici. On a eu un accusateur, le fameux Pontex, qui me disait, mais Louis, dis-leur où se cache Guingouin et ils te laisseront tranquille. Tu vois bien, on s'en sortira pas. Regarde comme il nous a arrangé. Mais lui n'avait pas souffert d'un coup de poing ni d'une calotte. Il avait carrément, il était en bon état. Et voilà. Il était devenu notre accusateur. Et il me disait, tu te rappelles, un tel jour, tu étais en tel endroit avec Anita. Vous attendiez sans doute Guingouin, mais dis-leur, parce que il faut s'en sortir. Guingouin et l'écueil père et fils restent insaisissables. C'est par contumace que le tribunal militaire de Périgueux les condamne, le premier aux travaux forcés à perpétuité, les 2 autres à 20 ans chacun. Georges Guingouin, grillé dans son fief, est nommé par le Parti communiste clandestin responsable en Haute-Corrèze. Au même procès, de nombreuses autres condamnations sont prononcées. Louis Anita, condamné à 15 ans de travaux forcés et déporté, ne reviendra des camps que pour mourir. Louis Jandillou, condamné à 5 ans de prison, interné au camp de Mozac, libéré en juin 1944 par l'AS, l'armée secrète, participera au combat de libération de la Dordogne. Les Le Gouteil père et fils bénéficient d'un non-lieu. Quant au dénonciateur Charles Pontex, ce n'est que bien plus tard que Louis Jandillou connaîtra le sort qui lui a été réservé. Quand on a pu faire savoir à Guingouin ce qui s'est passé, il a été jugé et puis... Et ça, vous l'avez appris au camp? Non, quand je suis revenu. Je ne le savais pas quand je suis revenu. Mais l'apprendre, jamais on n'a su ce qu'il est devenu. Tout au moins moi. Ceux qui ont fait ceux qui l'ont fait ne s'en sont pas vantés ou enfin. Mais Guingouin m'a dit, il a été jugé, point. Mars 1942. Le Parti communiste décide de donner un caractère plus large à la lutte armée. Sous l'impulsion de Charles Quillon, l'OS, l'organisation spéciale, formée d'un groupe restreint de militants aguerris, se transforme en FTP, francs-tireurs et partisans. Jacques Duclos envoie à Guingouin un membre du triangle de direction du parti en zone sud, Gabriel Roucotte. Lorsqu'en septembre 1941, j'étais chargé d'organiser toute la Haute-Corrèze,
j'ai organisé non seulement le Parti communiste illégal, mais les premiers groupes armés militaires. Et j'ai rencontré, en 1942, Gabriel Roucotte, qui était un responsable du triangle de direction de la zone sud. Pour lui, il n'était pas question de faire du travail militaire dans les campagnes. Toute l'action devait se dérouler dans les villes. Et j'ai eu beau lui expliquer que la lutte libératrice commence toujours dans les campagnes, que c'est des campagnes qu'on commence à créer des forces armées, et ces forces armées libèrent les villes. Et de toute antiquité, c'est toujours l'ABC de la lutte libératrice. Je ne l'ai pas convaincu. Et alors Roucotte a voulu absolument, il m'a donné brutalement l'ordre de stopper mon travail en Haute-Corrèze. Et comme j'ai refusé, alors à ce moment-là, il m'a dit, eh bien, on t'enlève tes responsabilités en Haute-Corrèze. Alors ma situation était extraordinaire. J'étais déjà condamné aux travaux forcés à perpétuité par Vichy, et j'étais exclu, pour ainsi dire, du parti par Gabriel Roucotte. Roucotte demande aux militants de Haute-Corrèze de couper avec le fou qui vit dans les bois. Privé du soutien du parti, c'est pour Guingouin la traversée du désert. Il envisage un moment de rejoindre Londres, puis se ravise et retourne dans son secteur des Moutiers. Pendant plusieurs mois, il travaille à constituer avec ses camarades de l'ancien rayon sa future armée de partisans, la première brigade de marche du Limousin, en marge de la résistance communiste officielle, avec laquelle ses contacts ne deviennent plus qu'épisodiques. Son année de prison écoulée, Roger Magadou est libéré. Le 15 juin 1942, il revient à Sainte-Anne-Saint-Priest et renoue le contact avec Guingouin. Dès la fin 1942, quand même, on était déjà en contact. Mais pas tellement, non. Là, j'étais encore à l'extérieur. Ce n'est qu'au début 1943, ou au printemps 1943, que définitivement, j'ai tout quitté le reste. J'étais à sa disposition. Été 1942. Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, décide de participer activement à l'effort de guerre de Hitler contre l'URSS. Il organise la relève, la libération d'un prisonnier français contre le départ volontaire vers l'Allemagne de 3 ouvriers qualifiés. Quand j'étais de mon musée des chantiers jeunesse, j'étais un peu désorienté, hein, parce qu'avec déjà les menaces de partir en Allemagne, on commençait. Alors, avant, je travaillais à la SNCF, je n'ai pas voulu revenir travailler à la SNCF, de peur qu'ils m'envoient. Alors, je m'étais associé à un camarade, là, j'en avais parlé, de Milou Mulatier, là, et on faisait des bois, on travaillait pour le marchand de bois. Et c'est en faisant ces bois qu'on a rencontré François Montaudoin, et je sais pas, qu'on a commencé de parler que ça allait pas, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est... Et puis, comme on dit, de fil en aiguille, et il nous a fait comprendre, quoi, qu'il y avait une organisation qui était en train de lutter pour que ça change, quoi. Puis on a réfléchi avec les copains, là, on a dit on voudrait bien voir Guingouin, le chef, là, qui est celui qui organise. On lui a posé quelques questions, quoi. C'était un peu normal de s'engager. S'engager là pour... Il fallait... Puis voilà comment on est rentré dans la résistance. 11 novembre 1942. En riposte au débarquement allié en Afrique du Nord, l'armée allemande occupe la zone libre. L'État français accentue les réquisitions en faveur du Reich. 250 000 chevaux, des centaines de milliers de tonnes de blé, de viande, de foin, de pommes de terre sont donnés à Hitler. Les paysans sont contraints d'amener leurs récoltes sur les places publiques, où le fourrage est conditionné par les botteleuses du ravitaillement général. Le 12 décembre, une botteleuse est installée à la gare des Moutiers. Toutes les communes avaient une imposition fixée par le ravitaillement, et naturellement, les petits pétins, les maires, faisaient en sorte que leurs amis eux-mêmes donnent moins la réquisition, et tout petit était imposé. Alors l'idée m'est venue que la seule méthode,
c'était de faire sauter ces botteleuses. C'est-à-dire que la parole était la dynamite. Et c'est ainsi que le 12 décembre 1942, j'ai fait sauter la première botteleuse en gare des Moutiers. La parole était à la dynamite. Objectif premier pour la résistance limousine, se procurer une quantité suffisante d'explosifs pour mener les opérations de sabotage. Premier site choisi, la mine de Wolfram de Puy-les-Vignes, près de Saint-Léonard de Noblat. Il y avait Tino Montaudon, il y avait François Montaudon, il y avait Milou, là, le copain à côté, et puis moi, tous les quatre. Alors nous, on avait été l'attendre à vélo sur la route qui va de Sussac à Sainte-Anne. On a pris un chemin qui nous a menés vers un bois, là, et c'est de là qu'on est arrivé à pied, après à la poudrière. Il a fallu d'abord couper les barbelés de la grille, parce que c'était fermé tout le tour. Et après, à la poudrière, il a fallu lever le toit, et c'est Tino Montaudon qui est descendu dans la poudrière pour faire passer les caisses, et moi j'étais assis sur le rebord de la poudrière, là, qui a attrapé les caisses, et je les fait glisser sur une planche. Quand on les a eu sortis de la mine, on les a apportés à la camionnette, et on est reparti. Ah, c'était risqué, oui, ça. Si on s'était fait arrêter par les gendarmes avec une pleine camionnette de dynamite, on y avait droit, là. Hein. Quelques jours après, le ravitaillement général amena une autre botteleuse, et il a fallu que les paysans de nouveau aillent à Moutier pour apporter leur foin, botteler leur foin. Et alors, il y avait cette fois-ci une difficulté, car il y avait une garde de nuit. Alors, il m'a chargé de surveiller et de voir, de me renseigner à quelle heure il prenait la garde de la botteleuse. Alors, il est venu, et il a porté une bombe et il a couché dans la grange en bas. Parce qu'il fallait qu'il soit là de bonne heure, parce qu'on est parti de là, il était à peine nuit pour aller à Moutier. Et on est passé par les prés en descendant là, on a pris la voie et on a suivi la voie jusqu'à Moutier. Arrivé à Moutier, on est rentré dans le tunnel et moi je suis allé voir à la botteleuse s'il n'y avait rien de... Parce qu'on ne sait jamais. Alors je suis revenu le chercher parce qu'il voulait poser la bombe. Il a posé la bombe, puis il est parti parce qu'il avait des difficultés, lui, un peu la nuit, il ne voyait pas bien. Et puis il a dit, quand je serai arrivé un peu plus loin, tu l'allumeras. Alors je l'ai allumé et puis je suis parti. Et au moment que je l'allumais, il y a un tram qui venait de Limoges, vers les 8h, 8h15, là. Il tournait là, justement, devant. Il tournait sur la route de Péra et puis il allait à reculons à la gare en bas. Il était en train de tourner là, au moment que j'allumais là-bas. Puis j'ai dit dans le fond, comme ça, ils vont confondre si c'est un éclair ici ou c'est l'éclair du tram. Alors ça a sauté, que ça a étonné beaucoup de monde, hein, alors que ça a sauté. Mais c'était fait, alors, voilà. La politique de la relève s'avère un échec total. Le gouvernement de Vichy décide de passer à la contrainte. Le 16 février 1943 est instauré le STO, le service du travail obligatoire. On s'était concerté en disant, bon, eh ben, s'il y en a un qui sont appelés pour partir en arrêt, ben, on ne partira pas.
Eh bien, c'est tombé sur Raymond Nard et sur moi. Ben, on n'est pas parti. Le viaduc, on a décidé de le faire sauter. On a décidé, c'est Guingouin qui avait décidé d'ailleurs. Et on l'a fait sauter le matin qu'on devait partir. C'est le 13 au matin à 5 heures. Alors là, nous, le 13, on a foutu le camp. Hein. Alors on se planquait de ferme en ferme, comme ça. Mais il n'y en avait pas beaucoup de fermes qui nous planquaient. Et puis alors, c'est dans ces temps-là, un peu plus tard, là, que Pierre Magadou et Duval sont arrivés. Et nous sommes arrivés avec Duval le 26 mars 1943, suite à notre évasion d'un train avec 250 hommes environ, des internés comme nous, qui partaient soi-disant travailler à l'organisation Todd. Lui et Duval ont atterri chez Pierre Bezeau. Et Pierre Bezeau est venu nous avertir, ma mère et moi, j'allais dire, mais ma mère n'a rien su. C'est moi que Pierre Bezeau m'a dit à moi, ton frère est chez moi. Je l'ai su tout de suite, le jour où ils sont arrivés ou le lendemain. Et après, ils sont repartis avec Guingouin tout de suite. Guingouin est passé nous voir le 27 au soir, avec Raymond Dumont et Raymond Nard. Et le soir même, on est parti dans les forêts de Châteauneuf. L'activité de la Gestapo et de la police française rend de plus en plus dangereux l'hébergement des clandestins par les paysans. La décision est prise de prendre réellement le maquis, c'est-à-dire de construire des campements en pleine forêt. Le premier est situé dans la clairière de la Croix-Chevaux. Ils ne sont encore que 5 à s'y installer. Raymond Dumont, Raymond Nard, René Duval, Pierre Magadou et Georges Guingouin. Un peu plus loin dans le bois, en s'enfonçant, nous avons commencé à faire ce souterrain environ 7 mètres, 2 mètres de haut, 2 mètres 50 de large. Pour le creuser, ça a été très bien. Pour la couverture, c'était un peu plus compliqué, mais avec des petites solives qu'on a coupées dans le bois, mis en travers, en long, comme ça tienne le coup, avec des genêts, des saloperies qu'on a ramassées dans le bois, on a fait une couverture. Au point de vue épaisseur qui était bien, mais au point de vue étanchéité, c'était pas une merveille. C'était pas si facile, surtout dans les conditions qu'il fallait vivre. Quand on allait quelque part distribuer des tracts ou faire autre chose, qu'on rentrait des jours ramper jusqu'à la peau, il fallait que les habits sèchent sur nous, parce qu'on n'avait rien pour nous changer. Et pas trop de couverture pour nous couvrir non plus pour dormir. Hein. Mais il fallait faire comme ça, il fallait faire avec ça. Après, il fallait courir au Saint-Diable, des fois pendant près d'une heure de marche, en pleine nuit, pour aller nous procurer du ravitaillement. Et c'est souvent que les pommes de terre étaient au menu. Hein. On buvait de l'eau de cette source-là. Et alors là, ça nous avait travaillé, hein, là, par exemple. Il y avait des gars qui avaient la dysenterie, il a fallu abandonner la flotte. Et puis Guingouin a décidé qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on aille chez un marchand de vin. Et on a été à Châteauneuf, cambriolé un marchand de vin. C'est Mémery qui est venu avec sa charrette et ses vaches. On a chargé les fûts dedans et on les a ramenés dans la forêt. On ne sortait pas le jour, hein. Il n'est pas question de sortir le jour, on sortait que la nuit. Si on était sorti le jour, ça n'aurait pas tardé à nous faire repérer hein, et nous faire coincer. Hein. Je ne sortais pas de jour. Il a fallu attendre longtemps hein, pour qu'on sorte de jour. En août 1943, alors, j'étais dans une ferme où je suis passé très souvent, chez Pierre Bezeau, aux Roches de Sainte-Anne. Arrivait la saison du battage. Et Pierre Bezeau me disait « Mais tu as fait sauter des botteleuses.
si tu arrêtais les batteuses, alors l'idée était bonne, seulement il y avait une difficulté. Les machines du ravitaillement général appartenaient au département, mais les batteuses appartenaient à des petits entrepreneurs, et même des petits entrepreneurs sympathisants. Alors, nous essayâmes de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas battre. Je me rappelle qu'à une batteuse je crois, de Fussac, on enleva les courroies. À une batteuse au Moulin des Roches, on enleva le bouton à vapeur de la locomobile, mais je ne suis pas compris. Alors, tant pis, il fallait passer à l'action. C'était une bêtise de la part de Guingouin de nous envoyer à faire sauter une, peut-être 1,5 km. Nous, on avait fait sauter la première. Mais où était la deuxième? Ils ont entendu le bruit de la première. Hein? Alors là, elle était gardée. Alors on a dit, on va essayer de la miner quand même et tout. Mais il y avait un gars qui était couché dans le portail de la grange. Mais il dormait. On a dit, il dort, si on a le temps de la miner, tu vas voir. Mais il s'est réveillé, il s'est mis à gueuler, cette bête-là. Aussitôt qu'il a gueulé, la lumière a été allumée devant la porte. Et puis il y a le patron, pas le patron de la batteuse, mais le beau-père du patron de la batteuse, là, qui sort en gueulant, et puis comme il faut. Hein. Et l'autre saloperie là, qui dormait là, c'est un Parisien, pareil, qui était là, a donné la course, la taille a donné la course à Charles Grelon. Il a tombé, hein, Charles Grelon, mais il s'était trompé quand même, parce que Charles Grelon n'avait pas perdu le nord. Il sort son revolver, pam pam. Il le blesse. Mais en attendant, l'autre était sorti, et il ne m'avait pas vu quand il est sorti. Mais quand il s'est approché de la batteuse, il m'a vu parce que je m'étais mis sur le bout de la batteuse, un peu à l'ombre. Mais quand il a vu, je ne sais pas s'il a pris le fusil que j'avais entre les mains pour un bâton ou quoi, il m'a donné la course. Et puis il a tendu le bras pour attraper le fusil. Il croyait peut-être c'est un bâton, je ne sais pas. Ben, j'ai tiré dessus. Et puis voilà. Et le jeune s'est échappé, mais le vieux ne s'est pas échappé. Il n'a pas été tué sur le coup, mais il est mort à l'hôpital. Eh oui. C'est comme ça. C'est pas bien intéressant de tirer dessus, mais quoi faire quand on n'a pas de choix? Fin 1943, la résistance contrôle tout le secteur des Moutiers. Georges Guingouin, devenu le préfet du maquis, impose tel Robin des Bois un insaisissable contre-pouvoir à Vichy en fixant les prix des produits agricoles. C'est un aspect essentiel de mon combat, éviter le pillage des masses paysannes. C'est ainsi qu'en continuant dans cette ligne, Vichy avait fixé des prix des agricoles tout à fait bas pour les producteurs. C'est ainsi par exemple que le kilo de pommes de terre était réquisitionné à 1,25 franc. Alors à ce moment-là, j'ai fait des arrêtés de maquis qui ont été placardés dans les mairies où je fixais les prix agricoles, comme par exemple le prix de ramassage des pommes de terre était fixé à 4 francs. Il y avait une équipe qui réquisitionnait les moutons, les vaches, les cochons, les pommes de terre et tout ça, mais avec un bon de réquisition. Signé, c'est moi qui l'ai signé, mais par ordre de Guingouin. Et à ma connaissance, tous ceux qui ont eu des bons de réquisition de ce genre ont été payés par la suite. « 6 juin 1944, opération Overlord, le débarquement en Normandie. Ordre est transmis à la résistance de jeter toutes ses forces dans la bataille pour empêcher les renforts allemands de converger vers le front. Les rangs de la résistance armée se gonflent encore. Rien que pour la compagnie de Pierre Magadou, plus de 100 volontaires sont reçus en quelques jours. Des brigades de gendarmerie se rallient. Le 8 juin, la division Das Reich, commandée par le général Lammerding, remonte vers le front de Normandie. Elle reprend la ville de Tulle, libérée 3 jours plus tôt par les FTP.
99 otages sont pendus au balcon des maisons, 162 déportés, dont 61 seulement reviendront. Le lendemain, c'est le massacre d'Oradour-sur-Glane, 642 victimes, dont 206 enfants de moins de 14 ans. Arrive donc ce 6 juin, la ruée dans les bois, et je vous dis qu'il y a des fois, on était à un moment donné au moins 150 là-bas. Et là, il y en a eu un qui, par quel motif, c'était qu'avant qu'il introduise le groupe, il avait flirté avec une fille de Sissac là-bas. Je ne pouvais pas l'empêcher d'y aller. Et j'ai pourtant interdit, mais il y allait quand même. Quand j'ai eu ça, parce que s'il laissait passer celui-là, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait boule de neige. Tout le monde aurait voulu aller de son côté aussi. Alors, il y a une affaire. Alors, je lui ai parlé à Guingouin, et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il fallait éliminer. Et voilà. Quand vous êtes en guerre, dans n'importe quelle armée du monde, quand vous n'obéissez pas à vos ordres supérieurs, vous avez droit à la peine capitale. Mettez-vous à la place sur le terrain. S'il y a un arme à appliquer ou pas, c'est 10, 20, 30 gars qui meurent. Et vous comprenez, vous n'avez jamais vu des hommes mourir. Vous n'avez jamais vu votre uniforme couvert de sang de vos camarades. Vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vu les êtres humains chavirer. Il faut comprendre ce que c'est la guerre. C'est pas une petite aventure. Hein. Et là, c'est des volontaires, des gars qui auraient pu rester dans leur famille bien tranquille. Le 3 août, Georges Guingouin est nommé chef départemental des forces françaises de l'intérieur. Il a alors sous ses ordres près de 14 000 hommes, composés de 8 750 FTP, 4 100 membres de l'AS et 1 millier de combattants de l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée. 14 000 FFI, parmi lesquels 500 soviétiques et 300 espagnols. À ce moment-là, on a affaire à une armée classique de libération. Ce n'est plus les troupes maquis, c'est plus une maquis, c'est une armée de libération. Pour moi, le point essentiel, c'était d'arrêter le bras du bourreau et au lieu de donner les ordres d'une attaque frontale sur Limoges, à toutes les unités des forces françaises d'intérieur, parce qu'entre-temps, j'étais devenu chef départemental de toutes les forces françaises d'intérieur, je donne l'ordre d'encercler la ville de Limoges. J'ai appris qu'il y avait une discussion entre le général Glöninger et ses officiers adjoints au sujet de la capitulation de Brie. Ayant appris ceci, j'ai pensé qu'il y avait une possibilité d'obtenir la reddition de Glöninger. À ce moment-là, j'ai fait contacter le consul suisse, M. Dalvis, en lui demandant de se rendre auprès du général Glöninger pour avoir sa reddition. Et le 21 août à 20h30, j'obtenais la reddition de Glöninger. Oh, ça m'a énormément changé, parce que moi j'étais confiné dans ma campagne là-bas, complètement isolé. Et subitement la guerre, les prisonniers de guerre, l'évasion d'un côté, l'internement, la résistance, ça ne peut pas faire autrement que de laisser des traces. Mes parents s'étaient rendus compte que ils ne savaient pas exactement ce que c'était, mais quand Guingouin est venu coucher dans la grange, ils se sont bien aperçus de quelque chose. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai jamais eu aucun reproche d'avoir fait ce que j'ai fait. Pourtant, c'est que pendant plus de 3 mois, les gendarmes, tous les matins, étaient devant la porte, hein, quand j'étais parti dans le maquis. Dans le fond, il en était un peu fier que j'ai participé à ces machines de résistance.
pouvez m'expliquer un petit peu comment tout ça se termine? Ah, ça se termine par le mariage. Mais tout à fait naturellement, on se connaissait depuis très longtemps, effectivement, mais on s'est encore mieux connus pendant la Résistance, bien sûr, parce qu'on se voyait plus souvent. Voilà. On s'est mariés en 1946, le 19 mars, des fois j'oublie la date. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as expliqué, à peu près. Fille-mère, elle subira l'injustice d'une société patriarcale où plus que leurs enfants, ce sont elles les abandonnées. Lucienne, tout de suite. Se réinventer, c'est votre magazine consacré à ceux qui cherchent des solutions contre le changement climatique. Dans ce numéro, nous nous sommes intéressés aux insectes comestibles, une façon de diminuer notre consommation de produits carnés issus de l'élevage intensif. On en met dans le creux de la main. Se réinventer, des bébêtes pour la planète, dimanche à 10h20. On met tout dans la bouche en une fois. Un programme ici Nouvelle-Aquitaine à retrouver sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Non, ça va, c'est croustillant. Ça va.